Bonsoir, bienvenue dans ce 20h. Nous sommes ensemble pour une demi-heure d'information. Voici les principaux titres de ce journal. Nous irons au palais présidentiel où Alassane Ouattara a reçu des femmes de toutes couches sociales confondues, du milieu urbain, du milieu rural, venues après le grand rassemblement du 8 avril dernier réitérer leur soutien. Les surfaces infestées par le Cholen Shoot, maladie du cacao dans les départements de Soubré, Méagui, Buyo, sont estimées à environ 3000 hectares. Le Conseil Café Cacao engage la lutte contre cette maladie. Les lauréats de l'édition 2017 du prix Félix Houphouët-Boigny pour la recherche de la paix sont connus. Il s'agit de Giuseppina Nicolini, maire de la ville italienne de Lampedusa, et l'ONG Méditerranée de France, récompensés pour leurs efforts en vue de sauver des vies. Au sud, souvent, la situation humanitaire est inquiétante. L'ONU estime à plus de 3 millions le nombre de personnes déplacées. Le Soudan, plus jeune pays du monde, vit depuis 2 ans une guerre civile qui a fait une dizaine de milliers de morts. Rendons-nous tout de suite au palais présidentiel où le chef de l'État, le président Alassane Ouattara, a échangé avec une délégation de femmes de Côte d'Ivoire, ces femmes de toutes couches sociales confondues, du milieu rural, du milieu urbain, d'Abidjan, la capitale économique de l'intérieur du pays, sont venues, après le grand rassemblement du 8 avril dernier, réitérer leur soutien au président de la République. Le soutien que vous m'apportez, mais vraiment un soutien inestimable, important. Voyez-vous, je dois vous dire que être président de la République, c'est un véritable sacerdoce. Quand nous avons vu en janvier, en février, cette dégringolade du prix du cacao sur les marchés internationaux, que nous avions pris l'engagement de fixer le prix à 60% du prix international. Et là, quand nous avions fixé le prix en octobre, les prix étaient à 1800, 1900 francs sur le marché de Londres. Et petit à petit, les prix ont commencé à descendre. Et au mois de janvier, le prix du cacao est tombé à 1300, et ensuite à 1200, et même à 1100, qui est le prix que nous servons aux producteurs. Alors je dis, mais c'est quand même pas possible. Cela veut dire que 60% de 1100, c'est 660 francs. Je dis, mais vous vous rendez compte, nous pourrions être obligés de payer à nos paysans la moitié de ce qu'on leur payait il y a quelques mois. J'en ai vraiment souffert. Et la veille de la décision, et je dois le dire, passer de 1100 francs à 700 francs, c'était vraiment une douleur extrême pour moi. Parce que je me dis, mais ces paysans qui ont tant travaillé, qui ont bien travaillé, à qui on n'a rien à reprocher. En plus, la qualité du cacao est meilleure. Et nous voilà obligés de réduire donc le prix du cacao de 1100 francs à 700 francs. Autant j'ai été heureux pendant 5 ans parce que tout allait bien, le cacao montait tous les jours. J'appelais la caisse et je leur disais, oh là là, c'est formidable, je vais augmenter à nouveau le prix du cacao. Et là, cette année, nous avons été dans l'obligation de le faire. C'est vous dire que quand j'ai vu cette manifestation de soutien pendant une période aussi difficile, mes chères sœurs, ça m'est allé droit au cœur et je devais vous le dire. Voilà, vous aurez le compte-rendu complet de la rédaction dans nos prochaines éditions. Hier, le président de la République a échangé avec les populations de la région du Sud Comoé, population conduite par Henriette Konan Bédié, les chefs traditionnels, les guides religieux, les ministres, les élus et cadres de la région, population venue dire merci au président Alassane Ouattara et de traduire toute leur gratitude. Compte rendu, Viviane Agnimin. La région du Sud Comoé, dans toute sa diversité, est venue exprimer sa reconnaissance au président de la République, Alassane Ouattara, au palais présidentiel. Hommes, femmes, jeunes, chefs coutumiers, figures emblématiques de la région, c'est en nombre important qu'ils ont effectué le déplacement pour signifier, comme l'ont affirmé ses porte-paroles, l'adhésion de toute la région à cette démarche de remerciement au président de la République
pour l'honneur fait à toute la région par la nomination de plusieurs de ses fils à des hautes fonctions de l'État. Et plus particulièrement la nomination d'un de ses plus illustres fils, Daniel Kablan-Duncan, au poste de vice-président de la République. Monsieur le Président de la République, votre peuple du Sud Comoé est venu aujourd'hui, le cœur ouvert, le désir ardent de vous parler, le désir ardent de vous rencontrer depuis longtemps, de vous toucher, de vous dire merci pour ce que vous faites pour la Côte d'Ivoire depuis que vous avez accédé à la tête de ce pays. Merci pour ce que vous faites pour le Sud Comoé. Merci pour ce que vous faites pour les fils et les filles de Côte d'Ivoire. Vos frères et sœurs du Sud Comoé, dans toute leur diversité ethnique, socio-professionnelle, politique, économique, conduits par Madame la Présidente Henriette Konan Bédié, soutenu par Monsieur le ministre Marcel Amontano, Jean-Claude Oubrou, Albert François Michia, vos frères et sœurs appuyés par les élus, détenteurs de la légitimité démocratique, sous la bénédiction des chefs traditionnels, rois, chefs de canton, chefs de village, et les prières ferventes des chefs religieux, et avec les sages conseils des doyens, et bien entendu l'encadrement des cadres, hauts cadres, avec l'affectueuse compagnie des femmes et la tendre représentation des jeunes, vos frères et sœurs du Sud Comoé, dis-je, sont venus, Excellence, Monsieur le Président de la République, en cet après-midi crépusculaire, vous dire un seul mot. Un mot fort heureusement commun et partagé par les 8 groupes ethniques à l'origine du Sud Comoé. Mot, dada mot, allez tiens mot. Chaque fois, Excellence, Monsieur le Président, et ça, ce sont les populations du Sud Comoé qui me l'ont dit, chaque fois que tout semblera sombre, noir, obscur, ne faites rien. Regardez devant vous, regardez derrière, regardez à votre côté et à votre droite. Le Sud Comoé, comme un seul homme, se tient à vos côtés pour vous accompagner. Courage, 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 Excellence, Monsieur le Président de la République. Telle est l'économie de ce que mes parents m'ont demandé de vous dire. Je ne peux pas en rajouter un mot. Dieu bénisse tous les ouvrages de vos mains pour le bonheur de chaque Ivoirien et que vive la Côte d'Ivoire. Je vous remercie. Si d'ordinaire, le président de la République, Alassane Ouattara, est peu enclin à de telles manifestations de soutien à sa personne, il a tout de même accepté d'accorder cette audience aux populations du Sud Comoé, ce qui traduit une fois de plus l'estime qu'il accorde à Daniel Kablan-Duncan. Je voudrais dire en toute simplicité que quand le vice-président Daniel Duncan m'a informé de votre souhait d'une rencontre de remerciement, je lui ai dit bien sûr que j'en étais heureux, mais qu'en réalité, cela n'était pas vraiment nécessaire, parce qu'il est à la place qu'il faut et il le mérite. Bravo. Cela fait plus de 4 décennies que le vice-président Daniel Kablan-Duncan et moi avons été ensemble, soit dans la même institution, soit dans le même domaine de responsabilité. Et je voudrais dire à quel point Daniel Duncan est un patriote, à quel point c'est un homme loyal, un homme compétent, un travailleur infatigable. Et je crois que les ministres qui sont là et ceux qui sont absents ne le démentiront pas, car il les a fatigués pendant plusieurs années. C'est un
un homme d'expérience, un grand serviteur de l'État et surtout une personne juste, une personne humble et remplie de modestie et d'humilité. Vous savez, le pouvoir peut transformer certaines personnes, mais j'ai connu mon ami et frère Daniel Duncan au fil des années, et que ce soit dans les moments de stress, dans les moments de joie, dans les moments de doute, il n'a jamais varié. Cette démarche de reconnaissance, les populations du Sud Comoé l'ont marquée par des dons symboliques au président de la République et à son épouse sous la forme d'attributs royaux offerts au couple présidentiel, plus des produits vivriers du terroir, 1 tonne de poisson, 1 tonne de graines de palme, 1 tonne de manioc et 1 tonne de bananes plantains. Après la cérémonie, notre reporter Viviane Aïmé a recueilli quelques réactions sur place au palais présidentiel. La confiance qu'il a placée en notre frère Daniel Kablan-Duncan, bien sûr, nous honore, mais en même temps, nous fait voir que c'est une très grande responsabilité que nous devrons pouvoir assumer, nous aussi, autour de lui, pour le conseiller, pour le soutenir et par la même occasion, soutenir le président dans toutes ces grandes réalisations qu'il est en train de réaliser pour le bien-être, n'est-ce pas, de toute la Côte d'Ivoire. Merci pour avoir porté ce choix sur un de nos frères pour l'accompagner dans la difficile mission qu'il a à conduire la Côte d'Ivoire vers l'émergence. Et nous allons retourner pour rendre compte aux populations de ce que le président a dit, des remerciements et des félicitations qu'il a proférées vis-à-vis de notre frère, le vice-président Duncan. Cette vaillante population du Sud Comoé est venue lui témoigner tout son attachement à sa politique, à sa personne et ainsi également à toutes les actions qu'il pose en faveur de la région, mais également et surtout pour la Côte d'Ivoire tout entière. Aujourd'hui, Daniel Kablan-Duncan, élevé au rang de vice-président de la République de Côte d'Ivoire, les populations du Sud Comoé ne pouvaient pas rester insensibles à cet acte de haute portée et ces populations ont tenu à venir dire merci au président de la République. On peut dire aujourd'hui que entre le président Alassane Ouattara et le Sud Comoé, c'est un mariage d'amour qui est fait pour durer. Nous savons pouvoir compter sur le vice-président Kablan-Duncan, qui est un grand homme d'État, et nous avons l'assurance qu'il pourra vraiment atteindre les objectifs aux côtés du président de la République. En le choisissant, le président Alassane Ouattara assure la stabilité institutionnelle de la Côte d'Ivoire, nous permet d'envisager des lendemains meilleurs, pacifiques et prospères pour la Côte d'Ivoire. C'est un sentiment de bonheur, de joie, mais surtout de savoir qu'un ressortissant de Bassam, Daniel Kablan-Duncan, est un homme compétent, avec une statue d'homme d'État, et qu'éventuellement tous les dossiers qui lui seront soumis seront des dossiers qui seront bien négociés parce qu'il en a la capacité et la compétence. Alassane Ouattara a également échangé avec le président de la Cour africaine des droits de l'homme et des peuples. Rappelons que la Côte d'Ivoire a ratifié le protocole portant création de cette Cour africaine des droits de l'homme et des peuples. Notre pays a aussi adhéré à la déclaration qui permet aux individus et aux ONG, les organisations non gouvernementales, de saisir directement cette Cour africaine. Il a été question de coopération au cours de la rencontre entre le président de l'Assemblée nationale, Assoro Guillaume, et le vice-ministre vietnamien des Affaires étrangères. Avant cette rencontre, le président de l'Assemblée nationale a eu des échanges avec une délégation de la Commission commerce du Parlement européen. Compte rendu, Herman Guivet. 225 députés présents sur 255 procèdent à l'examen de l'ordre du jour des travaux parlementaires de la session ordinaire de l'année 2017. Une session au cours de laquelle l'hémicycle planchera sur plusieurs projets de loi. Je voudrais vous inviter à prendre toutes les dispositions utiles, nécessaires pour participer effectivement aux séances qui sont programmées pour enrichir les projets de loi de vos observations et de vos contributions. Une approche jugée opportune par les députés.
Je pense que c'est un programme qui est alléchant, qui va nous amener à travailler jusqu'au 29 juin prochain. Donc nous affûtons nos armes, n'est-ce pas, à pencher sur les projets de loi qui ont été soumis à travers plusieurs commissions. Le calendrier il est bon, ça monsieur, on va travailler. Ça démontre encore une fois que le député n'est pas juste pour applaudir, mais il participe réellement à la vie de la nation. Ce projet de calendrier sera soumis aux différents groupes parlementaires dans les prochains jours pour adoption. Alors donc, le ministre des Affaires étrangères, Tano Marcel, a achevé récemment sa mission à l'ONU, à New York, aux États-Unis, une mission qui visait à mobiliser la communauté internationale autour de la candidature de la Côte d'Ivoire pour un siège de membre non permanent au Conseil de sécurité de l'ONU pour la période 2018-2019. Dans le cadre de cette candidature, le ministre a été reçu en audience par Amina Mohamed, secrétaire général de l'ONU. La Banque mondiale a rendu public ses conclusions de croissance pour l'Afrique de 2017. Il est constaté un rebond après avoir enregistré le niveau le plus bas en 2016. La croissance africaine est de 2,6 en 2017. Selon les dernières données, 7 pays africains, dont la Côte d'Ivoire, continuent de montrer une résilience économique avec un taux de croissance supérieur à 5,4%. On en vient maintenant au Choualen-Chout, cette maladie du cacao. Les surfaces infestées par la maladie dans les départements de Soubré, Méagué et Bio sont estimées à environ 3000 hectares. Il faut donc freiner son évolution. Le Conseil Café Cacao et ses partenaires en ordre de bataille ont engagé la lutte contre cette maladie qui prend des proportions inquiétantes. Noël Niagno nous en parle. Campement Petit Bandoukou. Nous sommes à une quinzaine de kilomètres de Soubré, dans la nouvelle capitale du cacao ivoirien. Petit Bandoukou, créé en 1974 autour de la cacaoculture, est victime, tout comme les campements environnants du Choualen-Chout, un mal cruel appelé aussi le sida du cacao. Les 50 hectares sont tous ravagés par la maladie du Choualen-Chout, alors on n'a plus autre source de revenus. 76% c'est uniquement le petit village de Petit Bandoukou. Les clés jadis réservées au séchage des fèves issues des 50 hectares de feu Kwasi Yao, le fondateur du campement, ne reçoivent désormais plus que des produits de substitution. Aujourd'hui, vous constatez très bien qu'il n'y a plus rien là-dessus. Donc on sait seulement que les maïs ou bien le riz. Non loin de Petit Bandoukou, Ndriagui, un village de la sous-préfecture de Oupoyo, toujours dans le département de Soubré, un autre foyer du Choualen-Chout. Ici, dans le secteur, dans ce CV-là, nous avons plus de 1000 hectares. Et depuis 2008, nous avons constaté la maladie, surtout à partir de ce village Ndriagui. Principal facteur de propagation et de dissémination à grande échelle du Choualen-Chout, la difficulté des paysans à cerner la maladie. Bon, au début, c'était un peu difficile. Parce que quand je voyais ma plantation, les récoltes que j'avais avant, quand la maladie veut venir, les cacaoyers deviennent pâles, les feuilles là deviennent jaunes et puis ça ne produit plus. Ça s'est dispersé dans le champ. De plus, les cacaoculteurs ont refusé de prime abord la thérapie de l'arrachage des plants. Au début, quand c'est venu, si on avait pris ça au sérieux, aujourd'hui on ne serait pas là. On aurait déjà fait au moins 2-3 hectares replantés. Comme on a mis du temps avant de comprendre nos agents en adhèrent, voilà pourquoi maintenant tout est parti et puis c'est au dernier moment qu'on a compris. Résultat, la maladie a eu le temps de progresser, de s'installer. En 2015, j'avais fait l'arrachage de 117 hectares. Et en 2016, 138 hectares, 75. À ce jour, les surfaces infectées dans les départements de Soubré, Méagué et Bio sont estimées à environ 3000 hectares. Freiner l'avancée du Choualen-Chout s'est avéré nécessaire pour éviter que la maladie ne prenne des proportions inquiétantes. Le Conseil du Café Cacao, dans son volet développement de la filière, a conçu la campagne d'arrachage et de replantation, le seul remède à ce jour. Cette thérapie développée avec l'agence d'exécution qu'est l'ANADER, Agence nationale de développement rural, a progressivement conquis les paysans. Bon, dès le départ, ils étaient réticents, puisque ne connaissant pas trop la portée de la technique que nous devons apporter, ils étaient un peu réticents. Mais au vu de l'avancée de la maladie, et qu'ils ont vu déjà
les premiers résultats dans d'autres secteurs. En tout cas, ici, ils sont vraiment, ça va vite. Actuellement, je peux dire que je suis harcelé. Je ne dors même plus, mon téléphone sonne à tout moment. Chacun veut que je vienne faire de l'arrachage. La thérapie est à deux composantes. La première, l'offre de plants améliorés, doublée de la volonté de reforestation des parcelles avec des essences aux avantages socio-économiques avérés. L'agriculture a eu un fort impact négatif sur la forêt ivoirienne. Pour reboiser un tant soit peu la Côte d'Ivoire, c'est d'abord utiliser les variétés améliorées, haut productives et qui produisent aussi rapidement. Ces variétés haut productives vont permettre aux producteurs de réduire les surfaces cultivées, leur permettre d'une part de faire une diversification des cultures, mais aussi avec l'agroforesterie qui est prônée de nos jours, permettre de reboiser une partie de leurs parcelles et ainsi participer au reboisement de la Côte d'Ivoire entière. Les pépinières que vous voyez vont être mises à la disposition des producteurs de ce village de Petit Bondoukou qui ont perdu leur plantation du fait de la maladie Solène Shoot. La seconde porte sur les mesures d'accompagnement gracieusement offertes avec pour finalité soutenir le paysan dans son passage à vide. On n'a plus de moyens. Les bananiers, c'est gratuit. Tu as un hectare, on te donne plus de 1000 et quelques pieds de bananiers à planter. Ça te fait beaucoup de régimes de bananes à vendre. Donc ça là, en tout cas, c'est à encourager. Les maïs aussi, même chose. L'arachide, même chose, on ne paye pas. Et puis avec les insecticides, les herbicides, encore de l'engrais, en tout cas, on les félicite. Après 3 campagnes d'arrachage, 1200 hectares ont été traités depuis 2014 sur les 3000 infestés dans les départements de Bio, Méayi, Soubré. Un accord visant la suppression de visas pour les détenteurs de passeports diplomatiques et de services a été signé entre la Côte d'Ivoire et le Vietnam au ministère des Affaires étrangères. Le point avec Sidonie Waka Davila. Le Vietnam et la Côte d'Ivoire écrivent une nouvelle page de coopération. Avec la suppression des visas pour les détenteurs de passeports diplomatiques et de services, le ton est donné pour insuffler un nouveau dynamisme à la coopération bilatérale après 40 ans d'amitié. Les deux pays, engagés à se soutenir mutuellement, l'ont concrétisé ce mardi par un accord. Le ministre des Affaires étrangères, Marcela Montano, s'en est réjoui. Il a affiché la volonté de la Côte d'Ivoire à encourager les entreprises vietnamiennes à transformer la noix de cajou sur place dans le pays. Il a par ailleurs souhaité que le Vietnam ait une coopération plus étroite avec le Conseil du coton et de l'anacarde. Une doléance prise en compte par la délégation vietnamienne conduite par le vice-ministre des Affaires étrangères. Le Vietnam veut désormais partager son expérience en matière agricole pour le développement de la riziculture en Côte d'Ivoire. À l'issue de cette rencontre entre la Côte d'Ivoire et le Vietnam, le ministre ivoirien des Affaires étrangères, Marcela Montano, a souhaité avoir le soutien du Vietnam dans sa quête d'un poste de membre non permanent pour la Côte d'Ivoire au Conseil de sécurité pour la période 2018-2019. La candidature du Vietnam à un poste de membre non permanent pour la période 2020-2021 au Conseil de sécurité pourra de ce fait bénéficier du soutien de la Côte d'Ivoire. Les lauréats de l'édition 2017 du prix Félix Houphouët-Boigny pour la recherche de la paix sont connus. Il s'agit de Giuseppina Nicolini, maire de la ville italienne de Lampedusa, et l'ONG SOS Méditerranée de France, récompensés pour leurs efforts déployés en vue de sauver la vie des réfugiés et de migrants. Sylvie Touré nous en parle. Aux côtés de Nelson Mandela, Jimmy Carter, François Hollande, Shimon Peres et autres lauréats, trône fièrement Giuseppina Nicolini. La maire de la ville de Lampedusa, porte d'entrée des migrants en Italie, a été distinguée ce mercredi, prix Félix Houphouët-Boigny pour la recherche de la paix. Son engagement dans la gestion de la crise des migrants a milité en sa faveur. Même combat, même engagement, récompense identique. L'ONG européenne SOS Méditerranée monte également sur le podium pour le compte de l'année 2017. À son actif, 11 000 vies sauvées depuis le lancement de ces opérations de sauvetage en février 2016, a justifié l'UNESCO, organisateur du prix.
Dans un communiqué, le président par intérim du jury, Joaquim Chissano, ancien président du Mozambique, a appelé la communauté internationale à plus d'actions concrètes pour mettre fin au drame qui se joue sur la Méditerranée. Et selon l'association européenne SOS Méditerranée, a sauvé 11 000 personnes en détresse en mer méditerranéenne et 13 000 ont péri dans des naufrages depuis 2013. Au Soudan du Sud, la situation humanitaire est tout simplement inquiétante. L'ONU estime à plus de 3 millions le nombre de personnes déplacées. Le Sud-Soudan, plus jeune pays du monde, vit depuis plus de 2 ans une guerre civile qui a fait plusieurs dizaines de milliers de morts. Gabriel Zanil. La situation se détériore de plus en plus au Soudan du Sud. 3,6 millions de Sud-Soudanais ont fui le pays à cause des combats marqués par de nombreuses atrocités contre les civils. Des réfugiés, composés essentiellement de femmes, de jeunes filles et d'enfants, sont affectés par la crise. Selon les plans humanitaires publiés en début d'année, environ 7,5 millions de personnes ont besoin de recevoir de l'aide humanitaire. De nouveaux affrontements au début de 2017 ont forcé des dizaines de milliers de personnes à quitter leurs habitations et les habitants continuent à être assassinés et être la cible de violences, notamment de violences sexuelles. Cette situation rend la tâche difficile aux travailleurs humanitaires. Lundi dernier, 3 employés sud-soudanais d'un sous-traitant du Programme alimentaire mondial avaient été tués à la machette et par balle. Fin mars, ce sont 6 travailleurs humanitaires qui avaient trouvé la mort dans une embuscade. Au total, 60 agents humanitaires ont été contraints de quitter plusieurs zones en proie au combat. Au cours du week-end, la communauté humanitaire a dû relocaliser 60 membres du personnel humanitaire de Jonglei, suite à des séries d'incidents violents et une aggravation des hostilités envers eux. Au moins 82 membres du personnel ont été tués depuis décembre 2013, dont 6 lors d'une attaque embusquée sur la route entre Juba et Pibor. Ces attaques constantes freinent les humanitaires dans leur mission d'assistance. La famine est l'une des conséquences directes du conflit. Plus de 100 000 personnes sont concernées. Si le président Salva Kiir a promis que son gouvernement assurerait aux organisations humanitaires un accès sans restriction aux populations dans le besoin, n'empêche que 79 cas d'humanitaires empêchés de faire leur travail ont été recensés pour le seul mois de mars. Le premier tour de l'élection présidentielle aura lieu en France, aura lieu ce dimanche avec une attention particulière des principaux candidats sur la lutte contre le terrorisme. Les candidats promettent de protéger la population française des attaques terroristes. Notre envoyé spécial Alexis Ouedraogo est sur place à Paris. Elle a visité quelques QG de candidats. À quelques 2 jours de la fin de la campagne pour la présidentielle française, nous avons promené nos caméras dans quelques quartiers généraux de campagne. Dans un contexte de risque d'attentat, difficile que les portes s'ouvrent. Au quartier général de François Fillon, après un long pourparler, la cellule communication nous donne accès à la salle presse. Florence et Clara font partie des petites mains dans l'ombre. Elles sont confiantes pour le scrutin du dimanche. On est vraiment tous confiants, on continue, on est pleinement mobilisés, donc on est tous à nos tâches, à nos postes, très opérationnels. Mais l'ambiance est très bonne parce qu'on pense que François Fillon va se qualifier pour le second tour. Avant vendredi, date de clôture de la campagne, le camp Fillon lui fait le plein de gadgets pour ses sympathisants. Plus loin, dans le 15e arrondissement, le quartier général du candidat Emmanuel Macron. Ici, des jeunes anglophones qui ont fait le déplacement sur Paris sont venus découvrir l'antre du candidat d'En Marche en déplacement à Nantes pour un meeting. 17h heure de Paris, le quartier général de Benoît Hamon, lui, se déplace sur la place de la République. L'homme y tient l'un de ses derniers meetings de campagne. À la refermant ce journal par le palais présidentiel où le chef de l'État, le président Alassane Ouattara,
a échangé avec une délégation de femmes de Côte d'Ivoire, ces femmes de toutes couches sociales confondues, du milieu rural, du milieu urbain, d'Abidjan, la capitale économique, et de l'intérieur du pays sont venues après le grand rassemblement du 8 avril dernier, réitérer au chef de l'État leur soutien. Nous allons donc vous proposer le reportage complet dans nos prochaines éditions. Merci de nous avoir suivis. Bonne suite de programme sur RTI 1, mais surtout, portez-vous bien.